Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo où aujourd'hui je vais aborder une question fondamentale que vous avez pu voir sur le titre. A-t-on besoin des riches? Alors, évidemment, c'est une éternelle question dans ce sens où, à partir du moment où l'être humain s'est mis en communauté, s'est mis en tribu, il y a toujours eu à un moment donné des gens qui ont réussi à s'accaparer des richesses. Ces richesses, néanmoins, elles servent à quelque chose. Elles servent à la personne à vivre aisément, à vivre dans le confort, à vivre dans le plaisir. Mais de par ces dépenses, eh bien, c'est ce qu'on appelle tout simplement faire retomber les richesses dans le système économique. En effet, un riche, lorsqu'il achète une voiture de luxe, cette voiture de luxe, c'est une entreprise, ce sont des salariés. Cela crée de la richesse. Ces mêmes riches sont des gens qui achètent, qui consomment, et qui consomment des produits qui valent évidemment très cher, qui sont des produits de qualité ou des prestations de qualité. Mais là encore, leurs dépenses en tant que riches, eh bien, font un phénomène de cascade, une cascade économique, puisque l'entreprise ou la prestation qu'ils achètent, dépensent leur argent, en découle une multitude d'activités, une multitude de prestataires. Donc le riche, de par ses dépenses, de par ses investissements, eh bien, fait plus ou moins faire fonctionner le système économique. Si vous supprimez les riches, alors vous allez me dire, oui, mais est-ce qu'on a besoin des riches pour faire fonctionner l'économie? Est-ce que la richesse que peut développer des activités, est-ce qu'elle ne serait pas plus intelligente, plus intéressante à exploiter de façon collectiviste? Alors j'ai envie de dire, vous savez que nous avons déjà un exemple qui a duré 70 ans sur ce modèle, sur ce principe. C'est ce qu'on appelle le communisme. L'Union soviétique a fonctionné énormément dans beaucoup de domaines sur ce principe du collectivisme. C'est-à-dire, pour éviter la richesse individuelle, eh bien, on collectivise. On collectivise les biens, on collectivise les richesses. Et à la charge d'une responsabilité administrative, d'ensuite de répartir les richesses selon les besoins, selon la vie, suivant les dépenses qu'ont les concitoyens de ce pays. Sauf qu'encore une fois, vous êtes confrontés à des problèmes mécaniques. Pour faire fonctionner un système, vous avez besoin de connaissances, de savoir-faire, de compétences. Et évidemment, les compétences ne se valent pas suivant certains domaines. Et donc, par conséquent, vous ne pouvez pas payer la compétence d'un ingénieur au même prix que celle d'un ouvrier. Ah oui, parce que déjà le niveau de responsabilité n'est pas le même. Donc, la responsabilité, il faut qu'elle ait une valeur. Donc, même dans les pays communistes, il est arrivé un moment où la fonction n'avait pas la même attrait, n'avait pas les mêmes bénéfices que d'autres fonctions peut-être moins qualifiées. Donc, à partir du moment où la qualification, à partir du moment où les savoir-faire, les compétences, les technicités sont une valeur ajoutée pour l'individu, il est évident que, à un moment donné, finalement, vous ne pouvez pas échapper au fait que vous allez contribuer à construire un système où il va y avoir forcément des gens qui vont tirer plus de profit que d'autres. Et à partir du moment où vous tirez plus de profit que d'autres, eh bien, dans un système, dans une société, vous serez considéré comme une personne aisée, une personne plus riche que les autres. Alors, c'est un système qui peut fonctionner à partir du moment où, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le riche, de par la richesse qu'il accumule, fait retomber cette richesse, ou une partie de cette richesse, dans l'économie réelle. L'économie réelle, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Si un riche gagne des millions d'euros, eh bien il va dépenser cet argent, d'une partie soit en investissant dans de la
l'amélioration, dans la création d'entreprises, dans la capitalisation d'entreprise. Et à partir du moment où ces investissements servent l'entreprise, eh bien l'entreprise améliore ses performances, voire même va être créatrice d'emplois. Ou alors, il dépense son argent pour son bon plaisir. Il va acheter des maisons, il va acheter des voitures, il va acheter des produits de luxe, il va voyager. Mais son action va avoir une conséquence qui va faire fonctionner à lui seul un pan économique de par son activité, de par ses loisirs, de par ses plaisirs. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'économie de luxe. L'économie de luxe, elle se porte plutôt bien. Si ce n'est en effet dépendre parfois de prestataires qui ont aujourd'hui quelques petits problèmes pour avoir la capacité de pouvoir vendre des produits au meilleur prix pour faire fonctionner tous les rouages de cette économie de luxe. La compétitivité étant ce qu'elle est. Sauf que, là vous allez me dire, oui, mais là tu es en train de défendre finalement les riches. Non, je ne défends pas les riches. Je dis simplement, c'est que le riche a toujours été une constituante de la société. Minoritaire, voire extrêmement minoritaire, mais le problème qui se pose, c'est jusqu'à quel point il peut engendrer de la richesse. Et la question, elle est là. C'est, par exemple, on a appris que finalement l'homme le plus riche du monde est français. Mais qu'est-ce qu'il fait de cette richesse? Est-ce que tout cet argent est dans un compte? Non. Comme je vous l'ai dit, les gens qui gagnent énormément d'argent, c'est de l'argent qui dort. Et vous savez qu'aujourd'hui, dans un système bancaire, dans un système financier, de l'argent qui dort, en règle générale, les financiers détestent ça. Donc c'est de l'argent qui doit circuler. C'est de l'argent qui doit dynamiser. Et donc, quand on vous parle de milliardaires, ces milliardaires n'ont pas des comptes en banque avec leurs milliards ou centaines de milliards d'euros. En réalité, ce qui détermine la richesse, c'est la valeur patrimoniale qu'ils possèdent. Leur valeur patrimoniale, c'est quoi? C'est par exemple comme vous possédez une maison. Vous êtes propriétaire d'une maison, mais en réalité, vous n'êtes propriétaire que d'un bien immobilier, d'une valeur immobilière, pour lequel vous continuez à payer un crédit. Si demain vous arrêtez de payer le crédit, la valeur immobilière, un jour ou l'autre, vous allez la perdre. Eh bien, chez les riches, c'est pareil. Les riches sont riches parce qu'ils ont investi. Ils ont fait des crédits, ils ont fait des emprunts pour créer, pour améliorer, pour moderniser des activités industrielles, commerciales, de business, financiers. Ce sont des gens qui investissent. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, leurs investissements ont des conséquences en cascade sur le plan économique, sur la société, sur l'activité professionnelle, sur des prestataires, etc., etc., etc. Sauf que là où ça pose problème, c'est que de plus en plus, et ça on le voit depuis les années 2000, c'est que ce sont des gens qui, pour pérenniser leur richesse, cherchent des investissements, mais à moindre coût. Et à partir du moment où, pour avoir un investissement, c'est-à-dire d'avoir de l'argent de ces riches, bien vous allez devoir être compétitif. Et pour être compétitif, bien il va falloir que vous réduisiez vos coûts. Et ce qui fait que malheureusement, il arrive à un moment où ces riches ont une mauvaise influence sur le système. Et que là, en effet, si dans certains secteurs, leur argent va servir à développer, à être générateur, créateur d'emplois, le problème c'est qu'ils vont être créateurs d'emplois, mais pas forcément au même niveau qu'il y a 20 ou 30 ans. Ces mêmes riches, aujourd'hui, on a l'idée de dire, puisqu'apparemment ça ne fonctionne plus, eh bien on n'a qu'à les taxer. Mais le problème de la taxation, c'est bien gentil, mais il y a quand même une question qu'en règle générale, on ne pose jamais à ceux qui veulent taxer les riches. C'est-à-dire, ok, taxons les riches, mais où va l'argent?
Parce que le problème, il est là. C'est pas tellement le problème de taxer les riches, c'est ce qu'on va taxer aux riches. Où va aller l'argent? Parce que taxer les riches à 60-80%, on l'a déjà fait, hein. On le faisait déjà avec la fameuse ISF. Sauf que l'argent récolté de l'ISF, où est parti l'argent? C'est un peu ce que je rejoins un petit peu ce que disait Hanouna vis-à-vis des budgets de France Télévisions et du financement, je dirais, du service public, en règle générale. C'est pas tellement le fait de financer le service public, c'est de poser la question, mais où va l'argent? Et bien la question là, elle est pareille. C'est que si on taxe les riches, vous croyez qu'en taxant les riches, ça va améliorer le système de santé, ça va sauver le système des retraites, ça va améliorer les conditions d'obtention des prestations sociales, chômage, est-ce que ça va améliorer l'armée, etc. Non. Pourquoi? Parce que ce qu'on va taxer aux riches, si ça se trouve les 2/3 de ce qu'on va taxer aux riches, va servir certaines personnes dans le système étatique, bah, s'engraisser encore plus que d'habitude. Je veux dire, tous les ans, quand vous voyez les députés qui s'augmentent de 500 ou 600 boules par an, il faut bien financer tout ça. Donc si on veut taxer les riches, pour ensuite récupérer les 2/3 de ce qu'on va taxer aux riches, pour engraisser encore plus de gens, de copains, dans le système public, non, c'est pas le but du jeu. Sauf que les gens qui veulent taxer les riches, eux, ne peuvent pas vous apporter de garantie que l'argent qu'on taxera aux riches ira bien là où la France a des besoins sur son système social. Il est là le problème. Puis l'autre problème, et ça c'est un problème qui avait déjà été soulevé à l'époque avec Sarkozy. Pareil, taxer les riches. Mais attendez, à moins d'être lavé du cerveau, à moins d'être un patriote, il y en a, hein. Vous avez des riches qui sont des patriotes, qui restent en France et qui payent leurs impôts. Ceux-là, à la limite, ils sont honorables. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Vous avez parfois même des gens, et c'est là que ça va être cocasse, parmi ces politiciens, plus particulièrement et les filles, qui prônent de vouloir taxer les riches. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on fasse une publication totale de leurs activités financières. Combien ils gagnent? Qu'est-ce qu'ils ont investi? Qu'est-ce qu'ils ont comme patrimoine? Est-ce qu'éventuellement, ils n'ont pas du patrimoine à l'étranger? Est-ce qu'ils n'ont pas investi à l'étranger avec leur argent? Parce que le problème, il est là. C'est que vous pouvez être certain que parmi des gens qui militent pour aller piquer le fric des uns, pour s'engraisser eux-mêmes, et ensuite, une partie de leur valeur patrimoniale vont le planquer, soit dans des paradis fiscaux, soit dans de l'immobilier ou de l'investissement immobilier dans des pays étrangers. Regardez Zelensky. Zelensky, c'est ce qu'il a fait. Le pognon qu'il a eu, je ne sais comment, il a investi ça dans la pierre, dans des villas en Italie. Enfin, je crois que c'est en Italie. Donc, taxer les riches pour gagner plus d'argent qui va dans les caisses de l'État et qu'après on ne sache pas à quoi sert l'argent et que ça se trouve l'argent va servir à engraisser toujours les mêmes pour les aider à détruire toujours plus le pays, ben non. Et puis, ça génère une injustice sociale. Mais oui. Alors d'un côté, vous avez les riches qui gagnent toujours plus et qui investissent plus dans les marchés. Donc évidemment, quand ils investissent plus dans les marchés, ben c'est de l'argent qui ne retombe pas dans l'économie réelle. Mais dites-moi, les banques qu'on a sauvées en France en 2008, est-ce qu'ils ont remboursé l'argent? Non. Ces banques ont même l'audace de devoir spéculer pour gagner toujours plus d'argent avec l'argent que le contribuable leur a donné pour leur sauver les fesses en 2008. Et vous remarquerez que votre banque continue sa politique tarifaire, sa politique de frais de dossier pour ci, frais de dossier pour ça,
frais de crayon à papier, frais de papier. C'est même pire aujourd'hui, plus ça va, plus vous ne pouvez plus faire ce que vous voulez de votre argent. Alors vous imaginez quand même que ces banques ont été sauvées avec justement votre argent. Je vous le dis franchement, la prochaine fois qu'il y a une crise comme 2008, il y a des banques, si elles ne sont pas systémiques, si elles ne sont pas particulièrement dangereuses pour le système, laissez-les crever. Mais vous verrez, les copinages au sein de l'État feront qu'on sauvera des banques avec votre argent, encore une fois de plus. Enfin, quand je dis votre argent, ce n'est pas l'argent direct, évidemment. Parce que vos impôts aujourd'hui servent à payer la dette, ne servent pas à payer les banques. Mais la dette a été construite en faisant des emprunts pour aider les banques. Tout comme l'Ukraine. Quand Macron vous dit qu'on va arroser l'Ukraine de millions, de milliards d'euros, c'est des emprunts que fait la France avec un taux d'intérêt, et que ce taux d'intérêt, finalement, c'est vous qui payez. Indirectement, mais c'est vous qui payez quand même. Donc, il y a un moment donné, vouloir taxer les riches, ça pose un deuxième problème. Comme je vous l'ai dit, tous les riches ne sont pas des philanthropes. Il y a un moment donné où quand vous avez, dans toute votre vie, vous avez pris des risques, vous avez sacrifié 10 ans, 20 ans, 30 ans pour faire prospérer votre investissement, pour faire prospérer votre entreprise. Et qu'au bout du compte, vous bénéficiez, vous récoltez le fruit de vos investissements et de vos prises de risques. Je suis désolé, mais si demain on me dit, oui, mais ce que vous récoltez dignement et honnêtement, on va vous en ponctionner 80% pour les filer à la solidarité nationale. Ok, d'accord. Moi, si je continue à pouvoir vivre décemment, tranquillement, sans être inquiété, pouvoir continuer à avoir des loisirs, etc., me faire plaisir, etc., ok, mais ça ne me dérange pas de payer 80. Mais je veux savoir où l'argent va. Ah oui, mais c'est la collectivité. Non. Collectivité, si c'est pour mes 80% que vous allez me ponctionner, va finalement finir dans la poche d'un homme politicien, d'un député ou d'un préfet, etc., qu'on va lui augmenter de 20% son salaire, etc. Non, je ne suis pas d'accord. Si vous voulez me ponctionner 80%, c'est pour que ça aille dans les budgets de la santé, de l'éducation, de la sécurité, mais pas ailleurs. Et même au sein de ces institutions, que ces 80% que je vais me faire taxer n'aille pas dans la poche d'un haut fonctionnaire, d'un président de région, d'un directeur de centre. Je veux que ce soit ceux qui en ont le plus besoin qui en bénéficient. Sauf que ça, malheureusement, l'État est incapable de vous en faire la promesse. Donc, il y a un moment donné, vous faites plumer une fois, 2 fois. Et au bout de la deuxième, vous dites, basta, je me barre, je me casse, je vais à l'étranger. Je vais dans un pays où même si je dois payer des impôts, mais moi je sais que les impôts, on ne va pas me massacrer. Et le jour où en France, vous n'aurez plus suffisamment de riches pour remplir les caisses que vous aviez remplies il y a 5 ans en taxant les riches, à votre avis, qui c'est qui va payer la facture? Quand vous avez des députés qui s'augmentent de 500 boules tous les ans, que les 500 boules font intégrer dans un budget, que ce budget était alimenté par les 80% qu'on pompait à des riches, à l'époque vous aviez 100 riches, maintenant vous n'en avez plus que 10. Donc du coup, comment vous faites pour remplir les caisses que vous remplissiez avec 80% de taxes sur les 100 riches, sur les 10 riches qui restent en France? Ça ne fonctionne plus. Donc il va falloir trouver l'argent ailleurs. Donc l'argent, il va falloir le trouver soit dans l'emprunt, ou soit dans l'impôt. Voilà comment la France fonctionne depuis des décennies. Depuis des décennies, pour des raisons clientélistes, idéologiques, on a utilisé l'État pour créer ce qu'on appelle finalement une chaîne Ponzi, c'est-à-dire la capacité de récolter par la fiscalité de l'argent,
suffisamment d'argent pour faire fonctionner le pays dans ses institutions, dans sa constitution. Sauf que nous avons laissé le pays entre les mains d'arrivistes, d'idéologues, de clientélisme. Donc on a arrosé. On a arrosé des associations, on a arrosé des centres, on a arrosé des commissions. Quand je dis arroser les commissions, c'est-à-dire qu'on crée des commissions, mais des commissions pour enquêter, pour analyser, pour étudier des projets, des machins, des idées, etc., mais en réalité qui ne servent à rien, qui servent juste à nommer des gens au sein de ces comités pour leur filer des dizaines de milliers d'euros pour un rapport qui de toute façon ne sert strictement à rien. Mais on est content parce qu'on a fait une commission pour étudier, pour analyser tel ou tel sujet. C'est même pire, ma foi, des commissions pour étudier des sujets sérieux, qui donnent un rapport, et ce rapport, bon bah c'est génial, voilà, on a le rapport, bon bah c'est cool, etc. Bon, merci, au revoir. Next. Même des rapports, des fois, qui sont utiles, hein. Mais on préfère les conseils des cabinets de conseil privés que les conseils des comités. Ce qui n'est pas faux, parce que dans le sens où les comités sont constitués de gens qui, pour la plupart, ont toujours travaillé dans la fonction publique et n'ont jamais été en contact ou imprégnés ou vécu dans le milieu réel du professionnel. Oui, vous avez des députés aujourd'hui, vous avez même des ministres qui n'ont jamais bossé de leur vie. Quand je dis bosser, bosser réellement. Généralement, ils ont été parachutés, adjoint de direction, ou expert, ou conseiller, etc. Mais ce n'est pas des gens qui viennent du réel. Il y en a quelques-uns maintenant, hein, puisque chez les Insoumis, nous avons cette fameuse femme de ménage qui a été élue. D'ailleurs, on se moque un peu parce que quand elle fait des discours maintenant à la télévision, on est obligé de mettre des sous-titres parce qu'on ne comprend pas ce qu'elle dit. Bref. Donc, la question est posée, a-t-on besoin des riches? Eh bien moi je vous dis, oui, on a besoin de riches. Après, ces riches, il faut qu'ils soient honnêtes, il faut qu'ils soient sensés, il faut qu'ils jouent leur rôle économique. Or malheureusement, aujourd'hui, force est de constater qu'il y a beaucoup de riches qui ne jouent plus ce rôle économique, qui prennent l'argent, et qui ensuite utilisent cet argent pour le placer sur les marchés. Et donc il n'y a pas de retombée dans l'économie réelle. Alors la question, ces gens-là, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on légifère? Mais le problème, c'est que si vous légiférez sur la façon dont les riches doivent fonctionner, alors dans ce cas-là, vous n'êtes plus dans une démocratie. Vous ne respectez pas la liberté. Ce que l'on entend d'ailleurs chez les gens de gauche ou d'extrême gauche, c'est oui, mais c'est d'abord la solidarité nationale qui prime. Mais oui, mais au nom de la solidarité nationale, en réalité, vous voulez faire du totalitarisme. Vous voulez imposer des règles et enfreindre des libertés pour votre profit idéologique. Alors oui, les Français les plus pauvres, les plus démunis, etc., eux, ils vont être contents parce qu'on va piquer aux riches pour redonner aux pauvres. Sauf que cette idée de Robin des Bois, elle est très infantile, admettons-le. Et que, comme je vous l'ai dit, si au bout d'un moment un riche se rend compte qu'on est en train de le dépouiller de sa richesse, de son patrimoine, pour lequel, je rappelle, parfois il a pris des risques. Là, je ne parle pas des riches qui ont hérité ou qui ont profité d'un système. Là, en effet, peut-être qu'il faut trouver une façon de légiférer contre ces personnes-là. Mais savoir faire à un moment donné, raison garder, pour ne pas non plus spolier des gens qui ne méritent pas d'être spoliés. Des gens qui eux, font retomber, ont des retombées sur l'économie réelle de par leur richesse. Parce que là encore, c'est qui décide? Qui va dire la différence qu'il y a entre un bon riche et un mauvais riche? Là encore, vous êtes confronté à un problème constitutionnel. Quelle autorité, quelle personne, quelle compétence peut-il s'octroyer le droit de faire la différence entre un bon riche et un mauvais riche? Là, forcément, si vous jugez qu'un mauvais riche, mais qui
parce qu'il est riche, a quand même un intérêt fiscal, ce mauvais riche, il va finir par se barrer. Sauf que, réfléchissez 2 minutes, suivant le niveau de richesse, quelle est la capacité de ceux qui peuvent éventuellement jouer un petit peu de philanthropie, de ceux qui sont prêts à payer la contribution nationale sans se faire dépouiller de leur richesse, et ceux qui sont extrêmement riches, et qui à un moment donné vont se dire, écoutez, je vous emmerde, je me barre. Et puis, finalement, est-ce que ces gens de gauche, aujourd'hui, n'ont-ils pas ce rôle de mettre en évidence des personnes, de par leur statut, pour les donner en pâture à d'autres personnes? Est-ce que finalement ces gens de gauche ne contribuent-ils pas à cette politique très macronienne du diviser pour mieux régner? Je vous invite à méditer sur la question. Et sur ce, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.